Et je rappelle que la présence de Serge Ayoub est vraiment demandée. Il arrive, il arrive. Voilà. Je vous laisse la place. Je vous laisse la place. Bien, bah écoutez, on ne va pas attendre que notre ami arrive. On va peut-être commencer à faire des présentations. Je vais commencer par qui? Par Laurent. Voilà, il va se présenter. Donc bonjour à tous, Laurent Legros, syndicaliste. C'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. J'ai accepté l'invitation de Jeune Bretagne en tant que syndicaliste, puisque j'estime que aujourd'hui la lutte sociale, c'est pas l'apanage de la gauche et de l'extrême gauche. Au niveau des syndicats, on a souvent été trahis par la gauche et l'extrême gauche, et aussi malheureusement par nos propres organisations syndicales. Donc aujourd'hui, je suis venu pour voir un petit peu les propositions qui peuvent être faites par les différentes organisations présentes ici. Et voilà. Alors, notre ami du MAS. Le MAS, c'est le mouvement d'action sociale. Alors tu vas nous dire qui tu es, et puis que fait le MAS, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il défend comme idée dans les grandes lignes. Avec plaisir. Donc Renaud Pascani, membre du MAS, le mouvement d'action sociale. C'est d'abord un plaisir de vous rejoindre ici pour un thème qui est tout à fait d'actualité compte tenu du contexte économique actuel, qui représente une opportunité pour nous tous. Donc le MAS, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un groupe, c'est une communauté de militants et d'amis soudés autour de piliers, je dirais, idéologiques. Quels sont-ils? C'est tout d'abord la nécessité de proposer une alternative réelle, aujourd'hui déjà au niveau politique, d'effacer un peu ce dualisme illusoire qu'on nous impose depuis trop longtemps entre une droite et une gauche, alors qu'on se rend compte que quand ils sont au pouvoir, ça fait 30 ans qu'on nous bassine avec ce rythme, et finalement c'est exactement la même politique qui est toujours menée. Et au niveau économique, le sacro-saint dogme du libéralisme économique, on nous présente aussi comme une nécessité, quel que soit le parti, même à l'extrême gauche, et alors qu'effectivement on pourrait tout à fait en sortir, et ça serait même clairement une opportunité pour l'Europe qui aurait tout à y gagner. C'est aussi le MAS un pilier, c'est aussi au niveau idéologique pour nous, c'est de pouvoir cumuler les identités qui ne sont pas antagonistes, à savoir européennes, nationales et régionales. Et c'est un militantisme, je dirais, de terrain ancré pour restaurer un certain lien social. Ceci, par exemple, au niveau, je dirais, d'action de terrain, puisque nous avons lancé des réseaux d'entraide de familles européennes, par exemple. Nous organisons des maraudes aussi, depuis quelques années, pour venir en aide aux SDF européens. Mais aussi, sur un point de vue, je dirais, peut-être plus théorique, essayer d'anticiper les formes, et c'est aussi ma qualité... Je suis ici pour avoir participé à de nombreux cercles de discussion qui ont eu lieu au sein en fait, du MAS, notamment par le cercle Georges Sorel par exemple, essayer d'anticiper sur un point de vue un peu théorique les nouvelles formes que pourrait revêtre le combat social, par exemple par du syndicalisme ou ce type d'action. Voilà. Très bien, merci. On va terminer avec Serge Ayoub, qui est bien connu de nos services. Hein, il va se présenter. Bon, ben, si je suis connu, j'ai peut-être moins besoin de me présenter. Enfin, je suis porte-parole d'un mouvement qui s'appelle Troisième Voie, qui est l'avant-garde solidariste des travailleurs français. Ça résume tout. Nous essayons ensemble de trouver des réponses concrètes aux problèmes, aujourd'hui d'ailleurs, de la justice sociale. Je suis là pour ça, pour essayer de donner à tous ces petits problèmes, à tous ces grands problèmes, à toutes ces petites phrases et toutes ces grandes phrases, quelques petits points raisonnables, concrets, de bon sens. Voilà. Très bien, merci. Alors, on va procéder de la façon suivante. Je vais poser une question, puis je demanderai à nos trois amis successivement de répondre avant qu'on passe à une question suivante. Éventuellement, ils pourront réagir les uns aux réponses des autres, hein, sans problème, à condition que ce ne soit pas trop long. Alors, une première question donc, qui concerne donc, la crise sociale qui est liée donc, à la pression sur les salaires exercés par le libre-échangisme. Hein, bon, le libre-échangisme, tout le monde sait ce que c'est. C'est le processus qui permet
d'anéantir totalement toute forme de protection aux frontières de tous des États et de l'Europe d'une façon plus générale. Donc, une pression sur les salaires donc, exercée par le libre-échangisme et par l'immigration d'une part. Hein. Guillaume en a parlé tout à l'heure, il y a une pression sur les salaires qui est exercée par l'immigration, parce que l'immigration, en fait, est très clairement organisée par le patronat depuis les années 60, hein, dans le but, effectivement, de faire baisser un peu les salaires, ou de limiter les augmentations de salaire. La crise sociale est liée également, et par ailleurs, à l'accroissement de la part de la valeur ajoutée attribuée aux détenteurs de capital, d'autre part. Il y a une distorsion qui s'est créée depuis une trentaine d'années en faveur des détenteurs du capital et au détriment des gens qui travaillent. Donc toutes ces causes sont directement liées à l'idéologie libérale. Il semble nécessaire donc de sortir du cadre de cette idéologie libérale et d'envisager de prendre des mesures hétérodoxes, en tout cas par rapport à cette idéologie. Donc à votre avis, que faudrait-il faire? Alors je vais passer la parole en premier à notre ami Laurent. Oui, donc comme tu disais, effectivement, je pense qu'il faut rompre avec l'idéologie libérale. Je pense que c'est une idéologie qui est basée sur le productivisme, la recherche absolue du profit, l'égoïsme, et bon, en compensation, pour éviter du coup un affrontement social, une crise économique trop grande, on assiste à un assistanat, comme a parlé Guillaume Fay, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur toutes les catégories qu'il a nommées. Donc pour moi, l'idéologie libérale, elle est profondément individualiste. Et pour moi, c'est incompatible avec des valeurs communautaires qui sont des valeurs de solidarité et d'entraide. Et je pense que ici, vous êtes des patriotes à différents niveaux, bretons, français ou européens, ou les trois à la fois. Et des valeurs de solidarité et d'entraide entre patriotes, c'est important, je pense. Voilà. Effectivement, comme disait Guillaume Fay aussi, il y a, au niveau de cette lutte des classes qui me semble due au libéralisme, il ne s'agit pas non plus de mettre d'un côté le gentil patron et le méchant salarié, ou l'inverse, mais je pense qu'effectivement, il y a eu des exploiteurs qui nous gouvernent au niveau mondial, et il y a les travailleurs qui produisent la richesse. Donc les travailleurs, effectivement, il y a les professions libérales, il y a les petits patrons, les exploitants agricoles, mais il y a aussi les salariés, et il y a aussi les fonctionnaires, désolé, parce qu'il y a quand même des infrastructures d'État qui servent. Il y a les forces de police aussi, c'est des fonctionnaires. Je suis d'accord. La fonction publique hospitalière, si demain vous êtes malade, vous serez bien content de les trouver aussi. Donc voilà, il ne s'agit pas non plus d'en venir à un modèle de type soviétique, socialiste. Je pense qu'il faut surtout œuvrer dans une juste redistribution des richesses. Ni américain non plus, on est d'accord. Voilà. Donc, après, il y a peut-être des possibilités qui peuvent être le localisme, la détaxation de proximité, peut-être un certain contrôle des entreprises par les travailleurs, même si je ne suis pas forcément favorable à la cogestion. Peut-être que le système coopératif ou de mutualisme, ça peut être intéressant aussi. Un protectionnisme européen, peut-être qu'aussi envisager un revenu minimum européen pour éviter la concurrence sociale entre les différents peuples d'Europe. Voilà. Très bien, merci. Alors je vais passer la parole à Renaud. Tout à fait d'accord. Ouais, ça va. Alors, je dirais que la première nécessité serait déjà de sortir entre guillemets de cette économie mondialisée qu'on nous impose depuis de trop nombreuses années. Il y a qu'à regarder par exemple la balance commerciale qu'a l'Europe, et particulièrement avec, par exemple entre la France et la Chine, ce qui est tout à fait déficitaire depuis de nombreuses années. Donc on a tout à y gagner au niveau européen, et dans un sens même les Allemands à effectivement établir un système autarcique. Après, je dirais que ça revêt aussi, cette indépendance est aussi fondamentale dans la politique industrielle, puisque nous sommes dépendants au niveau énergétique aujourd'hui, je pense qu'il faut le rappeler. Pour cela, il faut avoir tout simplement des industries qui sont indépendantes et efficaces, et qui ne sont plus effectivement gouvernées par un objectif de profit immédiat, comme il peut y en avoir dans toutes les stratégies aujourd'hui qu'on a d'entreprise au niveau européen. Et pour ça, effectivement, c'est renouer vers une nouvelle définition, je dirais, du progrès, vers simplement la solidarité, et tourner aussi vers l'Europe. Ensuite, je pense que
pour remettre aussi ça en jeu, il est vraiment nécessaire de refonder aussi l'ascenseur social qui est tout à fait en panne dans nos sociétés. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui nos élites mondialisées ont mené en fait notre continent au bord de la ruine. Et pour ça, il nous semble tout à fait fondamental tout simplement de détruire ces grandes institutions que sont par exemple l'ENA, HEC, qui nous imposent des élites qui volent tout simplement les richesses au peuple. Voilà, donc ça fait partie des propositions que nous soutenons. Très bien, merci. Alors à toi, Serge. Bon, ça va être à moi. Donc, on va déjà définir ce qu'est la crise sociale, parce que nous vivons une crise sociale, mais qu'est-ce que c'est que cette crise? Est-ce vraiment une crise? C'est une crise pour nous, mais d'autres s'enrichissent. Donc, ce n'est pas une crise pour tout le monde. Alors, il est évident que ce que j'appelle moi l'hyperclasse, que je définis un peu différemment de Guillaume, mais de façon à peu près similaire quand même, je ne vais pas entrer dans les détails, profite. Il y a aussi, bien sûr, cette crise est due à ces gens qui profitent, c'est ce grand capital transnational qui est composé de cette bourgeoisie française qui a passé le cap vers la multinationale, aussi de ces fonds de pension, enfin de tous ces grands groupes complètement anonymes. Il faut rajouter aussi, bien sûr, dans cette hyperclasse, le résultat du capitalisme d'État qu'est le communisme, qui est en vérité la nomenclatura russe, post-soviétique, post-chinoise, et puis bien sûr tout ce qui est pétrogazier et compagnie, et rajouter dedans, et c'est là où je me mets en différence dans cette lutte des classes avec Marx, c'est que je mets aussi des salariés dedans. Parce que ce n'est pas simplement ceux qui possèdent et ceux qui n'ont que leurs bras, il y a aussi des salariés, les directeurs, les DRH, les gouvernants, dans cette hyperclasse qui profite. Mais comme s'il y a cette hyperclasse qui profite, il y a aussi un autre problème, et Guillaume l'a bien dit, c'est l'État-providence. Il faut un État stratège, un État pragmatique, un État intelligent, un État raisonnable, mais pas un État-providence. Bon, il a déjà expliqué, je ne reviendrai pas dessus. Maintenant qu'on sait que cette crise est celle du profit, c'est-à-dire que certains profitent sur le dos d'autres, c'est-à-dire qu'une infime minorité profite sur notre dos. Comment faire pour que la justice sociale s'installe? La justice sociale, c'est essayer de réduire le déséquilibre entre le capital et le travail. Alors, le travail, la réflexion de troisième voie d'un solidariste que je suis, c'est cela. Pour le réduire, il faut déjà comprendre ce qu'est le problème. Le problème, et je vais être méchant avec beaucoup de nationalistes présents ici, qu'ils soient français ou étrangers, non, la justice sociale, la solidarité, ce n'est pas la charité. Les Français ne veulent pas de sandwich, ils ne veulent pas d'aumône, ils veulent du travail, ils veulent des institutions. C'est ça la justice sociale. Nous sommes tellement éloignés du mot social que nous ne le comprenons même plus. Alors maintenant que nous avons compris que les Français veulent du travail et des institutions, mais comment? Alors déjà, pour continuer la justice sociale, très rapidement, hein, j'essaie de balayer, je le fais au sabre, eh bien, il faut comprendre les rapports entre le capital et le travail. Les rapports entre le capital et le travail, Marx les définit, c'est une lutte des classes. Ceux qui ont que leurs bras doivent se battre pour prendre le pouvoir sur ceux qui les oppriment depuis des siècles, depuis des millénaires. On vient de montrer que c'est faux, il y a une hyperclasse qui a des salariés, et il y a de l'autre côté, et je le pense, et d'ailleurs nous sommes tous d'accord ici, la classe du peuple tout entier, avec les petits patrons, les travailleurs qui sont ensemble, et qui d'ailleurs, certains se retrouvent au chômage, les autres se retrouvent ruinés, mais tous dans la merde. Donc ça nous fait un point commun. Celle-là, eh bien il n'y a plus de lutte des classes à l'intérieur de cette classe-là. Le combat, il est contre cette classe parasitaire, qui d'ailleurs est même quasiment virtuelle, qu'il faut combattre, l'hyperclasse. Mais dans la classe du peuple tout entier, qui est celle de la France, ne peut agir que la coopération de classe. Je crois que sur ça, nous sommes tous d'accord ici. Cette coopération, elle doit s'agir de plusieurs manières. D'abord, elle doit se faire par des institutions. La première des institutions, eh bien, c'est ce qu'avait proposé il y a quelques années
de Gaulle, qui est initié par la doctrine sociale de l'Église, c'est la participation. C'est ce qu'avait oublié ce Marx, qui, dans sa lutte des classes, oubliait la notion de salaire. Parce qu'un travail, c'est un salaire. Et si jamais on transforme la notion de salaire, il n'y a plus de lutte des classes, vu qu'on participe ensemble, justement. Donc il faut instaurer, réinstaurer, refaire le grand projet de Gaulle qui est la participation. Cette participation ne peut s'insérer que dans un cadre global et qui est celui d'une refondation nationale. Cette refondation nationale, elle se fera avec des partenaires. Ces partenaires sont les syndicats, c'est pour ça qu'on va parler maintenant des syndicats, mais il faut revoir les syndicats autrement. Les syndicats actuels, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour reprendre Tipsit, tout est bon sauf la tête. Donc, les Thibault, les Tivirim, on a vu sûrement un autre enfoiré. Le syndicaliste de base, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est celui qui a des problèmes, qui veut se battre au quotidien. Il est perverti, dévoyé par des politiciens qui ont pris le pouvoir depuis longtemps, à la CGT, à FO et ailleurs, je ne les cite pas. Ils sont ribombelles, ils sont légion. Eh bien, il faut les réinvestir en masse, c'est notre travail. Si ces syndicalistes sont dévoyés, si ces syndicats sont dévoyés, c'est parce que nous les avons abandonnés. Nous avons abandonné le terrain, alors il faut le reprendre. Une fois que nous l'avons repris, ce terrain, c'est-à-dire que dans notre entreprise, le représentant syndical, c'est nous. La référence, c'est nous. L'homme de bien, c'est nous. Pas ce que disent les médias, comme quoi nous sommes diabolisés, etc. L'homme de bien, celui qui va nous aider au quotidien, c'est nous. Eh bien, ça changera déjà. Ensuite, il faut changer, bien sûr, la façon de concevoir le syndicalisme. Il faut un syndicalisme professionnel par branche. Je vais essayer d'aller au plus vite. Parce que si on veut parler de justice sociale, il faut passer par là. Hein. Il faut changer la notion du syndicat. Il faut aussi l'insérer dans la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut, contrairement à ce que pense mon ami, une cogestion. C'est-à-dire qu'à partir de plus de 10 employés, eh bien, le salarié puisse réfléchir avec son patron. Et d'ailleurs, je reprendrai un thème qui est des années d'avant-guerre, où on disait que cet homme devait être un homme de confiance, un représentant des travailleurs, pas forcément un syndicaliste. Il doit réfléchir avec son patron parce qu'il risque son boulot aussi, parce que c'est un homme fidèle, c'est un homme de confiance. Et face au grand capital transnational que nous combattons tous ici, ça doit être un homme vigilant. Savoir que dans cette cogestion, il doit savoir qu'à tout moment, il peut être attaqué. La participation nous permettra, pour ceux qui ne le savent pas, de se réapproprier des parts sociales dans l'entreprise et de redevenir à terme propriétaire des moyens de production. Alors, tu es en train d'anticiper sur les questions qui suivent. Donc, on va continuer avec une autre question qui concerne les syndicats. Donc, les syndicats français ne rassemblent plus qu'un très petit nombre de salariés. Hein. Aujourd'hui, c'est 8% à peu près, globalement. Et de plus, le cadre syndical est extrêmement contraignant et interdit la création de nouvelles organisations, ou pratiquement, quoi. Les contraintes de représentativité sont devenues telles que pratiquement la création de syndicats est devenue impossible. Donc, par ailleurs, défendre les intérêts des salariés locaux, nationaux ou européens dans un monde totalement ouvert donc, semble voué à l'échec, hein, parce que les entreprises mondialisées peuvent disposer de ressources humaines à bon marché ailleurs qu'en Europe. Dans les années 70, un des thèmes syndicaux les plus populaires était vivre et travailler au pays. Il n'est plus qu'un lointain souvenir aujourd'hui. Comment voyez-vous l'avenir des syndicats et quels peuvent être leurs rôles et leurs axes de combat à l'avenir? Et peut-on envisager que certains syndicats puissent mettre en avant des thèmes tels que le localisme et la préférence locale? Alors, Laurent. Bon, alors sur la partie syndicalisme, donc, on voit bien la réussite du système libéral, avec une idéologie qui a engendré l'individualisme et l'égoïsme. Donc c'est vrai que c'est pas évident que les gens se battent pour leurs collègues de travail. Après, il y a un deuxième point, c'est effectivement, je dirais, la trahison, pas des syndicats, mais de certaines directions syndicales, entre certains qui ont fait de la politisation à outrance à gauche ou plutôt à l'extrême gauche, d'autres qui sont dans, alors peut-être pas la cogestion parce qu'on va peut-être pas être d'accord avec Serge là-dessus, en tout cas sur l'accompagnement systématique, soit de la gauche, soit de la droite, là je pense à la CFDT en particulier,
Et puis globalement un politiquement correct, systématique, qui a toujours, je dirais, détaché les patriotes du syndicalisme. Donc pour le syndicalisme, je pense qu'il serait temps qu'il retrouve ses lettres de noblesse en redevenant libre et indépendant. Et ça commencerait par plus donner de consignes de vote. Parce que ça fait beaucoup de tort au syndicalisme. Et je suis désolé, c'est pas le rôle d'un syndicat de prendre position pour la gauche ou la droite, même si c'est souvent pour la gauche. Et puis, tu parlais tout à l'heure du problème de création d'organisations syndicales. Il faut savoir que la CFDT et le MEDEF ont souhaité une loi sur la représentativité syndicale. Bon, chose qui fait quand même beaucoup rire, parce que c'est vrai qu'il y a peu de salariés qui sont syndiqués aujourd'hui, contrairement à d'autres professions. Hein, si vous voyez des médecins ou des avocats, eux, ils sont par contre syndiqués très grand nombre. Bon, chez les salariés, la représentativité, je vois pas comment ils vont vraiment la calculer. Le but de cette loi sur la représentativité, c'était de couler les petits syndicats du style FO, CFTC, UNSA. En plus, cette loi sur la représentativité de 2008, elle empêche toute constitution de nouvelles confédérations, dans les faits. Ça veut dire, bon, on a vu l'exemple de syndicats, comment dire, du FN, qui aujourd'hui ne peuvent pas exister. Je pense que si demain les nationalistes bretons voulaient créer une confédération syndicale, ils seraient bananés aussi. Une confédération syndicale identitaire, ça serait pas possible non plus. Donc effectivement, comme disait Serge, il faut réinvestir les syndicats, que les patriotes, ils ont autant leur place que les autres, et ils ont peut-être même plus leur place. Après, sur les axes de combat, sur la préférence locale, alors effectivement, je pense que le localisme, c'est peut-être une piste pour la protection de nos emplois. Pas la préférence nationale, parce que c'est décrié, c'est connoté. Beaucoup dans les syndicats confondent l'internationalisme ouvrier, qui est je dirais, la nécessaire solidarité entre les travailleurs, quel que soit leur pays, et puis un altermondialisme. Et en jouant ce jeu-là, ils sont un petit peu les idiots utiles du capitalisme, de la finance internationale. Donc, Jeune Bretagne avait lancé une campagne il y a quelques années sur l'immigration n'enrichit que les patrons, et je pense qu'ils n'avaient pas tout à fait tort là-dessus. Donc voilà, c'est effectivement défendre une ligne de préférence locale plutôt qu'une préférence nationale, même si on revient un petit peu dans le passé, la préférence nationale, c'est quand même une revendication, on va dire, de gauche, et une revendication syndicale. Marx lui-même et la CGT voulaient encadrer cette immigration, parce que c'est une réserve de la main-d'œuvre à bon marché pour certains patrons. Alors effectivement, là, je ne mets pas tous les patrons dans le même sac, hein, parce qu'il y en a qui sont salariés, comme tu disais, qui sont des DRH ou autres. Et puis on a aussi des petits artisans, des petits entrepreneurs qui font bien leur boulot, qui respectent leurs salariés, et qui eux vont pas aller chercher de la main-d'œuvre à droite à gauche. Donc voilà, pour moi la ligne à défendre. Serge, si tu veux parler maintenant. Oui. Alors, juste pour reprendre ce qui a été dit, effectivement, un des problèmes majeurs, c'est la non-possibilité de créer des nouvelles structures, parce que, à la différence de Serge Youb, je ne pense pas que l'entrisme puisse donner quoi que ce soit, mais au contraire, à chaque génération, ses structures, et il faudrait créer nos propres structures, puisqu'on a bien vu que ces syndicats, en fait, ont fini un peu en débâcle. Il n'y a qu'à voir la vue un peu court-termiste, par exemple, des ouvriers d'Aulnay-sous-Bois, cégétistes, avec qui j'ai un sentiment de solidarité, mais qui fondamentalement payent aussi les erreurs de leurs supérieurs et leurs responsables, entre guillemets, syndicaux, qui ont une vue totalement court-termiste. Et à côté de ça, il y a véritablement, pour moi, une trahison des syndicats à deux niveaux. Un niveau où effectivement ils ont validé l'économie mondialisée par cette défense un peu de l'international et de l'immigré. D'ailleurs, il y a souvent ce genre d'image, on voit des représentants syndicaux, par exemple de la CGT ou de la CFDT, qui s'affichent avec des immigrés souvent africains sans papier pour les défendre. Clandestins, oui, excusez-moi. Et oui, enfin, clandestins ou sans papier, là n'est pas le problème en fait. Mais ils sont faux. et surtout, en fait, la nécessité de créer de nouvelles structures. Pourquoi Pour refuser aussi cet échiquier droite-gauche qu'on nous impose.
Justement, en fait, une vraie structure, pour moi, ce serait de restaurer, entre guillemets, ce qui manquait, ce qui était un peu la base des anciens syndicats, c'est vraiment de restaurer un lien social entre les ouvriers. Si, typiquement, c'est une véritable solidarité. Étymologiquement, un lien n'est pas une structure. Si, maintenant, explique-moi. Une structure qui fédère effectivement des liens, qui institue des liens entre des classes. Oui, quoi? Ça peut passer par exemple par des AMAP, ça peut passer par la garderie d'enfants, par du soutien scolaire. Tu te rends compte que tu es en train de me mettre la lutte des travailleurs nationaux au niveau de la garderie d'enfants? Oui, mais enfin, il y a un moment, c'est aussi fondamental. Ça s'appelle de la régression. Non, mais c'est absolument pas de la régression. Ou de la défaite. Non, absolument pas. C'est justement d'avoir des nouvelles structures et de ne pas accepter, entre guillemets, aussi. La garderie, c'est pas une nouvelle structure, c'est connu. Hein. Non, mais ça fait des décennies que ça marche. Non, mais c'est franchement, je suis une garderie parmi d'autres. Et voilà. Nous, il faut absolument créer des nouvelles structures et ne pas se contenter, entre guillemets, des syndicats qui aujourd'hui, eux, sont au contraire. Pour nous, le pire exemple de défaite, parce qu'effectivement, ils ont accompagné la déchéance de l'Europe au niveau économique et social. Bien, je vais essayer d'y répondre. Dire que face à la CGT, face à Thibault, face à Segui, face à Krasuki, la réponse est la garderie. Alors là, c'est pas la démagogie, c'est une remise à niveau. Eh bien, c'est une révélation. Bien. Je ne crois pas que ça se fera par la map. Non, même si j'achète de beaux champignons, même si mes patates sont belles et rondes, je ne pense pas que cela sauvera la France. Je suis désolé. Ça peut contribuer à une façon infinitésimale, mais la réponse n'est pas là. La révolution ne se fera pas tout au fond. Mais bien sûr que si, la révolution est possible. Tu sais, la dernière fois qu'on a dit ça, c'était en 1788, tout le monde rigolait sur la République. En 89, beaucoup moins. En 93, ils rigolaient plus du tout. Voilà. Tu sais quoi, il n'y a qu'une seule règle en politique, il ne faut jamais dire jamais. Et je vais te dire comment on peut la faire, cette révolution. Sûrement pas avec un panier garni. Sûrement pas avec quelques enfants bien gardés. On va la faire tous ensemble avec ce qui est notre point commun, le nombre. Parce que les opprimés en France, français, travailleurs, sont les plus nombreux. Le deuxième, c'est le travail, parce que ces Français sont des travailleurs. Voilà nos deux forces face à nos ennemis, le travail et le nombre. Alors la force des travailleurs en nombre, c'est quand on nombre, ils ne travaillent pas. Alors je vais vous expliquer comment. C'est en investissant, justement, on n'a qu'à reprendre ce que vous critiquez souvent, ce qu'on critique souvent, mais qui est quand même une locomotive. Ce sont ceux qui font 6,5 millions de votants. Dans ces 6,5 millions de votants, il y a une très très grande majorité de travailleurs français. Ceux-là, au lieu de leur parler d'AMAP, de garderie ou de sandwich, on devrait leur dire de se réinvestir le combat, d'être à nouveau viril, d'arrêter de reculer, mais de commencer à avancer et de rentrer dans les syndicats. Parce que 1 à 10% de ces 6,5 millions, c'est pas un syndicat à nous, c'est tous les syndicats. Parce que vous l'avez dit, ils sont entre 3% dans le privé, 7% dans le public. Si jamais ces 6,5 millions se mettent à 10%, c'est tous les syndicats qui sont patriotes. Alors, là, c'est un raz-de-marée. Ce jour-là, quand on aura enfin fait notre travail et qu'on n'aura pas perdu notre temps à distribuer des sandwichs au coin des rues, eh bien, ce jour-là, on pourra demander à ces travailleurs de dire à ceux qui nous oppriment, à ceux qui nous ruinent, qu'on arrête de les servir, qu'on arrête de leur donner de l'argent, qu'on arrête de les sécuriser, jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Et vous savez quoi? Et parce que l'économie française est une économie capitaliste en flux tendu, ça tiendra si jamais on coupe le pétrole, si jamais on coupe la bouffe dans un supermarché, entre 3 jours et 3 semaines, avant que le Hollande du jour, l'ancien Sarkozy, dégage. Voilà, c'est simple. À ce moment-là, quand plus personne ne travaillera jusqu'à ce qu'il dégage, on montrera une seule chose vraiment importante, c'est que sans eux, on vit très bien, mais que sans nous, ils ne vivent plus. C'est ça la révolution, monsieur.
effectivement, moi je vais rebondir sur ce que vient de dire Serge. Donc peut-être sans aller jusqu'à la Révolution, il y a quand même quelque chose qui s'appelle la grève générale. Et l'arme du travailleur, c'est ses bras, comme on disait. Et si demain tous les travailleurs, et en particulier les travailleurs patriotes, croisaient leurs bras et arrêtaient le boulot, et ben, ça ferait bouger beaucoup de choses. Après, effectivement, investir le syndicalisme, c'est peut-être pas suffisant. Et ça n'empêche pas d'être partisan d'une association du style AMAP ou autre. Pour moi, les combats sont complémentaires. C'est la politique aujourd'hui, pour certains d'entre vous qui êtes militants dans certains partis. Ça peut être le syndicalisme lundi quand vous retournez bosser. Et ça peut être la MAP le mardi ou le mercredi avec vos amis. Pour moi, c'est des combats qui sont complémentaires. Et tu parlais de structure au niveau des entreprises. Il faut quand même rappeler qu'avec cette loi sur la représentativité, tu ne peux pas créer de nouvelles structures. Ça a été fait pour. Ça a été fait par la CFDT, souvent dans l'accompagnement, même si au niveau de la base, il y a des gens vraiment très bien dans cette organisation, et fait avec le MEDEF. C'est pas pour rien. Alors Renaud va s'exprimer, il était un peu agressé là. Au-delà de l'incantatoire, c'est bien beau la grève générale, mais le fait est qu'aujourd'hui, merci de me laisser terminer, la grève générale peut se terminer aussi par un licenciement entre guillemets sec, et le fait est que le patronat aujourd'hui met de plus en plus en place tout simplement d'appareils pour, et notamment l'ANI, la dernière trouvaille entre guillemets du gouvernement Hollande, la flexi-sécurité en est une bonne illustration. Et moi je peux vous assurer, là pour parler vraiment dans le concret, que des gens, vous allez leur parler de grève générale, et après ils vont passer au bureau du patron qui va leur dire: vous êtes bien gentil, si vous faites la grève générale, moi je vous vire, et je peux vous assurer que s'il n'y a pas une structure qui est capable de prendre le relais derrière, et c'est pas forcément que de la garderie, ce n'est pas forcément que de la MAP, c'est un tout, une structure qui est capable de prendre le relais à côté du monde de l'entreprise pour soutenir typiquement des ouvriers dans leur lutte, qui vont se retrouver, si effectivement ils font la grève générale sans boulot, bah sans ça, excusez-moi, mais votre grève générale, ça passera pas, parce qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Bien, je vais essayer d'être réaliste 2 secondes, parce qu'il paraît que je suis utopique. Bon, c'est loin de la garderie, loin de la MAP, toujours. On me dit que s'il y a une grève générale, on va me virer. Mais mon bonhomme, je ne veux pas être méchant, mais quand ce type, un matin, s'est réveillé un 13 juillet, et s'est dit: tiens, si je prenais mon pic, il aurait pu se faire tirer dessus, il est fou. C'est un dingue. Il y a des risques. Mais on ne fait pas une révolution avec des points retraite, mon bon ami. Qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? Et ça, c'est rien que pour l'intro. Ensuite, la grève générale. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ça s'organise. Ça se fait avec des syndicats. Je vais prendre un exemple parce que moi, j'étais en entreprise. Et moi, j'ai fait une grève. Je l'ai organisée sans être dans un syndicat, en gueulant. Je vais te le donner simplement. J'étais à la Poste. À un moment, à la Poste, j'ai un problème avec un directeur pour un problème donné, je ne rentrerai pas. Il me met en conflit parce que je suis un contremaître de merde. Je suis donc un manager de proximité, comme on l'appelle, entre le marteau et l'enclume. Je prends les coups du directeur et je dois les retransmettre gentiment à l'ouvrier. Je prends, ça passe pas. Je dis simplement au bout d'un moment avec eux, on pose les flasheurs. Tu sais quoi? C'est pas 750 000 travailleurs, c'est pas toutes les organisations syndicales, c'est une ACP, c'est-à-dire une agence. 40 personnes, c'est rien, c'est de la merde. Ben non, c'est 150 000 € par jour de grève. 1h30 après, la direction arrivée. 2 heures après, ils discutaient. 3 heures après, on changeait de directeur. Il n'y a pas de secteur public à la Poste, c'est terminé depuis longtemps, c'est terminé. Malheureusement, avant, c'était un petit travail tranquille, mais ça a changé. Et ça, c'est un exemple concret. Et d'ailleurs, je m'en fous, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Tout ce que je veux dire, c'est que la grève générale, elle s'organise avec des syndicats structurés, avec des structures véritables. Elle ne se fait pas dans le vide. Et ça ne se fera pas avec des poireaux et des courgettes. Et ça ne se fera pas avec un enfant qui a bien dormi. Ça ne se fera pas avec des petits combats derrière-garde et des combats aux petits pieds. C'est pas possible, c'est plus possible. Il y en a marre. Moi, je suis issu des années 80. En 90, on avait peur, on était sur le recul. Maintenant, les idéaux avancent. Tout le monde en a marre, tout le monde comprend
que nous avions raison, eh ben c'est l'offensive maintenant. On ne peut plus se permettre de se réduire à des paniers repas. Voyons. C'est vrai que je suis assez proche des positions de Serge là-dessus, même si moi je ne rejette pas du tout cette option d'AMAP ou autre, qui pour moi est complémentaire et ne doit pas être délaissée non plus. Je vais rebondir sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, l'accord national interprofessionnel, donc signé par la CFDT et le MEDEF. Un petit point, bon, non seulement ça va permettre pour ceux qui sont salariés de travailler plus et d'être payés moins, c'est quand même super bien. Et puis, surtout, il y a un truc génial qui devrait concerner tous les patriotes, et je pense particulièrement aux patriotes bretons, qui ont peut-être pas envie d'aller bosser, je sais pas, à Marseille, à Saint-Denis, ou je sais pas trop où, dans la banlieue, quoi. La mobilité géographique imposée. Voilà, vous allez... 50% des bacheliers bretons sont des quitter la Bretagne. Oui. 50% dont les mecs, il n'y a pas de choix. Voilà. Comme tout est décidé à Paris, le breton n'a pas le choix, il est obligé de quitter la Bretagne. Ça se voit dans la fonction publique, qui est remplie de bretons, hélas, parce que c'est la mère patrie qui nourrit. Nous entretient cette image depuis un siècle. Dans la fonction publique, dès que tu embauches quelqu'un, tu l'amènes tout de suite à l'opposé de l'oubliette. Le breton, il nous connaît, c'est le problème. Moi-même, je me pars à 600 ans de chez moi bosser quand je suis pas sur d'autres continents. Je me connais. Donc voilà, et je pense que ça va être quelque chose qui va s'intensifier, parce que ça va être plus pratique pour pas mal d'entreprises de centraliser à certains endroits, à mon avis, près de Paris. La mobilité imposée, ça vous tout sonner pour ceux qui êtes salariés. Donc effectivement, la grève générale, il faudra peut-être la faire sur ce sujet-là et sur d'autres après. Voilà. Très bien, merci. Il nous reste combien de temps, chef? On peut y aller. À condition que Serge soit gentil, n'est-ce pas, et laisse l'évolution du localisme se faire. Il y a des réponses. Mais je t'en ferai un mot tout à l'heure. Il y a des réponses locales, mais c'est pas forcément ça. On t'a entendu. On t'a entendu. D'entrisme. Moi je ne parle pas d'entrisme, je pense que c'est l'action sociale naturelle des travailleurs. Et quand je parle du syndicalisme, bon, je parle pour moi syndicalisme ouvrier, syndicalisme de salariés, mais il y a aussi le syndicalisme des exploitants agricoles, le syndicalisme des petits entrepreneurs. Il y a différentes formes de syndicalisme et cette place, il ne faut pas non plus la laisser à d'autres. Il ne s'agit pas de faire d'entrisme, il s'agit de prendre sa place, toute sa place. Je vais déborder de la question syndicale pour aller sur un terrain, on va dire, un petit peu plus politique ou religieux. Je suis attaché à la laïcité et on constate aujourd'hui dans les organisations syndicales une nouvelle forme d'entrisme de la part de personnes qui se revendiquent d'un islamisme radical. Et je tiens quand même à vous alerter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont salariés éventuellement dans une grosse entreprise, qui sont contents d'avoir le comité des fêtes qui s'appelle le comité d'entreprise, qui organise des petits repas, et bien bientôt vous aurez peut-être que des soirées couscous et que de la viande halal. Je sais que vous êtes, c'est déjà le cas, voilà, dans certaines entreprises. Voilà. Et vu les positions de certains ici, je pense que ça ne peut que vous choquer. Et bien si vous laissez la place dans les comités d'entreprise, il ne faudra pas vous étonner que demain vous ayez du halal à la cantine d'établissement. Voilà. C'est même le cas dans l'armée. C'est du halal dans l'armée. Dernier tour de piste sur ce sujet-là. C'est déjà terminé? Dans 10 minutes. Bon, alors je vais poser quand même une question de plus, au moins une de plus, pour aborder on a parlé de syndicat, on n'a pas terminé sur le sujet malheureusement, parce qu'il aurait fallu en parler beaucoup plus longtemps, je pense. C'est intéressant. On va aborder d'autres aspects que je voulais aborder, dont je voulais parler, en l'occurrence le coopératisme. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion de participer à une réunion avec le directeur général de Copagri, Jean-Bernard Soliec. Alors Copagri, c'est la plus grande coopérative agricole française, c'est 25 000 paysans mondiaux. Donc c'est une très grosse boutique qui possède des usines, etc. Donc Jean-Bernard Soliec, donc, il nous recevait avec un groupe de chefs d'entreprise régionaux, bretonnants.
Et donc Soliec nous a fait part de ses réflexions, qui étaient assez intéressantes, et on disait deux choses. Première chose, il disait la Bretagne a réussi à rester autre chose qu'un parc d'activités touristiques grâce à la solidarité ethnique. Première chose. Donc, solidarité ethnique qui avait permis donc, la création d'activités suffisantes pour fixer les 4 millions de Bretons, hein, qui sinon, ils ont peut-être pour la moitié d'entre eux se faire retrouver en Ile-de-France après la guerre, dans les décennies qui ont suivi la dernière guerre. Et d'autre part, ce qui avait permis, d'autre part, donc Soliec nous disait, les coopératives ont un immense avantage, c'est qu'elles sont rivées au sol. D'une part, elles ne sont pas délocalisables. C'est un immense avantage dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Hein. Le coopérative ne peut pas être délocalisé ailleurs. Et d'autre part, les directions de ces coopératives sont également forcément locales. Parce que ceux qui décident, ce sont les coopérateurs, qui désignent, qui choisissent, qui élisent les dirigeants. Et ces dirigeants font forcément partie des réseaux locaux, nécessairement. Donc, Soliec, en quelques phrases, nous avait résumé à peu près toute une problématique qui est la nôtre depuis la création de notre réseau, à savoir que le coopératisme, le localisme et le communautarisme hein, sont extrêmement complémentaires. Alors, je vais vous demander ce que vous en pensez les uns les autres. Tu commences, Laurent ? Alors pour moi, c'est des positions qui sont proches de l'ancien syndicalisme. Le localisme, c'est le vivre et travailler au pays. C'était le slogan sur certaines affiches d'organisations syndicales il y a encore quelques années. Quand tu parles de communautarisme, moi ça me fait penser à, je dirais, un socialisme à la française, avant qu'il soit marxiste, un socialisme communautaire et populaire, enraciné. Et puis les coopératives, eh ben, c'est le système mutualiste, et c'est quelque chose qui est vraiment défendu aussi par les organisations syndicales. En plus, avec ce système de coopérative, on peut aller vers un système de réappropriation de l'entreprise par les travailleurs. Bon, moi je ne suis pas partisan de la cogestion parce qu'on voit bien dans justement tout ce qui est organisme paritaire, caisse de retraite ou autre, que la cogestion ça permet de valider des décisions qui sont prises ailleurs, soit par les marchés financiers, soit par les États. Donc je suis plutôt partisan, on va dire, de l'autogestion, même si ça peut paraître utopique à certains aujourd'hui, ou en tout cas déjà une participation, comme disait Serge. En tout cas, il faut que les travailleurs, y compris les salariés, puissent reprendre petit à petit en main leur destinée. Voilà. Très bien. Alors Renaud, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis assez d'accord avec Laurent. Je pense qu'effectivement, il faut tout simplement permettre que ce soit à toutes les classes de l'entreprise de participer tout simplement à l'élaboration de la stratégie de sa société pour se approprier sa production et puis aussi pour permettre son évolution constructive. Et je pense des exemples de mutualisme très intéressants là-dessus. Je pense que ce sont des pistes vraiment à développer, mais surtout, je dirais rediriger la direction de l'entreprise vers l'intérêt général et non plus, comme je disais au début, en fait, sur les problèmes d'actionnariat qu'il peut y avoir, notamment sur beaucoup de sociétés où des intérêts étrangers, finalement, vont totalement spolier et les ouvriers et en même temps le reste de la population. Je prends l'exemple des péages, des sociétés de péages qui ont été vendues à des entreprises privées de façon totalement éhontée et qui sont aujourd'hui financées par des fonds de pension, par exemple en Australie, qui décident du prix que vous allez payer au péage. C'est aux Bermudes que ça se décide, notamment par exemple pour la 6. Donc il faut vraiment, effectivement, pour l'efficacité de l'entreprise et pour la restauration simplement de l'intérêt général, que ce soit à l'intérieur de la société ou pour je dirais, le pays ou le continent. Merci bien. Sur la coopérative, je pense qu'on sur la coopérative, évidemment, en tant que solidariste, je ne peux que suivre cette idée qui est
est médiane entre le collectivisme et le capitalisme, qui est raisonnable, qui permet justement, qui est très démocratique, qui permet à un homme une voix, il investit et il est représenté. Évidemment que c'est la meilleure vision du localisme, il n'y en a d'ailleurs à mon avis pas d'autre. Il faut la marier à mon avis avec une structure plus forte, qui est celle du syndicat, dans un cadre régional. Il est tout à fait imaginable un conseil économique et social régional qui marie les syndicats patronaux, les syndicats de travailleurs et les collectivités, et la collectivité, pour qu'on travaille ensemble, pour trouver des emplois, pour marier ensemble tout cela. Voilà, c'est comme ça que se fera le local. À mon avis, c'est quelque chose de pragmatique, de simple et de normal. Voilà. Très bien. Bien. Alors, une dernière question rapide. Bon, c'est la question, non, c'est les réponses rapides. Réponse rapide. Bon, parce que l'exposé est un petit peu, je ne vais pas demander un petit peu de temps, mais c'est une suggestion, une idée que j'ai eue un jour en Brabant. En 1975, le maire de Pleucadeuc, dans le Morbihan, une petite commune, hein, le maire qui s'appelle Jobriand, il a été maire pendant 37 ans, il ne l'est plus, était inquiet donc, de la désertification de sa commune, et de la région, hein, parce que tout le centre-Bretagne se désertifiait. Donc il a réuni ses administrés, et il leur a proposé d'investir une partie de leurs économies dans la création d'entreprises industrielles localement. Donc le premier projet qui a vu le jour, c'était un projet d'abattoir de volaille. Il s'est concrétisé. Cet abattoir d'ailleurs a fait faillite, mais il avait changé de main entre-temps il y a une dizaine d'années. Hein. Et le nouvel acquéreur l'a ruiné. Donc le premier projet fut un abattoir de volaille. Il y a eu par la suite une série d'autres entreprises, dont une entreprise high-tech, Bretagne Chimie Fine, qui est une entreprise dans laquelle ils disaient qu'on extrait des protéines de toutes sortes, des plumes de poulet qui viennent des abattoirs de volaille, bien entendu. Hein. Donc Jobriand avait trouvé un chimiste de talent là, qui lui a dit bah, tiens, moi je sais extraire des protéines, des plumes de poulet, vous savez pas quoi en foutre, des plumes de poulet, on pourrait faire quelque chose. Et ils l'ont fait. Et Bretagne Chimie Fine, c'est une boîte high-tech qui existe toujours et qui marche très bien. Donc tout ça, ça a été fait avec de l'argent récolté localement, de manière associative, si on veut. Hein. Donc au total, il y a eu 800 emplois créés autour de Pleucadeuc, hein, de cette manière-là. Hein. C'est extraordinaire. Donc cette expérience qui participe de l'esprit coopératif et du localisme donc, permet d'envisager un coopératisme à l'échelle non plus d'une entreprise isolée ou d'une commune, mais au niveau éventuellement de région. C'est-à-dire que ce système-là, on pourrait très bien l'étendre au niveau régional. Pourquoi pas? À condition que l'État bah, oui. Sur les petits épargnants, on donner des réponses. Oui, oui. Oui, bien sûr. De toute façon, ça demande une réforme politique, hein, certainement. Donc on pourrait imaginer de créer des fonds souverains institutionnels régionaux. Institutionnels, c'est-à-dire qu'ils seraient obligatoires. Hein. Tous les salariés seraient concernés par ces fonds institutionnels régionaux. Qui seraient privés, mais qui appartiendraient donc à l'ensemble des salariés de la région. D'accord ? Et qui serait encadré par des dirigeants donc, élus par l'ensemble des salariés selon le principe de la démocratie coopérative. Donc ces fonds seraient alimentés par des versements obligatoires mensuels correspondant à 4 heures de travail supplémentaires. Hein. Vous savez qu'on ne travaille pas assez, il va falloir qu'on rembourse 1800 milliards d'euros, hein. Il va peut-être falloir qu'on se mette au boulot, et donc peut-être qu'il faudra repasser, je pense même qu'on n'y échappera pas, il faudra repasser certainement de 35 à 39 heures, hein, à 40 heures. Donc les sommes vertes, donc ces 4 heures de travail supplémentaires abonderaient des fonds institutionnels privés régionaux, hein, donc qui resteraient, ces fonds resteraient la propriété des salariés. Hein, voilà, c'est du solidarisme, on est bien d'accord. Et ces fonds seraient, donc les salariés donc, verseraient donc, ces 4 heures supplémentaires de carrière, hein, qui durera maintenant peut-être 42, 43 ou 44 ans, je ne sais pas, peut-être plus. Et ils seraient bloqués jusqu'à leur retraite. À leur retraite, ils pourraient les récupérer. Hein. Et ces fonds donc, seraient investis dans des entreprises industrielles. Je dis industrielles parce qu'on a besoin de reconstruire l'industrie, hein. Bien évidemment. Hein. Donc il y a un gros investissement à faire dans l'industrie.
Donc pour moitié dans des entreprises locales, hein, on reconstituerait un tissu industriel local, et pour l'autre moitié donc dans des grandes entreprises, l'USBF 250, achat d'actions. Européenne, bon, là je parle au niveau national, mais on pourrait étendre le système évidemment au niveau européen, mais je n'ai pas les chiffres. J'ai calculé sur un coin de table que ce système permettrait de constituer au niveau français un ensemble de fonds souverains qui pourrait accumuler 1200 milliards d'euros. Non, progressivement. Alors après, il y a le jeu des entrants et des sortants, mais donc c'est glissant. Globalement, au bout de 10 ans, on en serait à 600 ou 700 milliards. Quoi. Sans fiscalité primaire ou avec fiscalité primaire? Ça reste à définir. Je sais pas. Il faudrait y réfléchir. Donc ces fonds seraient d'une part strictement réservés aux salariés nationaux, mais les versements seraient obligatoires, on est bien d'accord. Et ces fonds ne pourraient pas se livrer à la spéculation financière. Et ils ne pourraient pas se livrer, ça c'est des règles doivent être définies, hein. on peut mettre des limites aux actions de ces fonds-là. Ni à l'investissement exotique, hein, évidemment. Donc les salariés pourraient ainsi grouper au sein de coopératives d'investissement, parce que ce sont des coopératives d'investissement, qui pourraient devenir progressivement donc des pièces maîtresses de l'économie nationale. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi je vais vous donner une réponse de syndicaliste, je ne suis pas économiste. Sur ces positions qui permettraient, je dirais, aux travailleurs de reprendre un petit peu le contrôle de leur entreprise, oui, pourquoi pas. Surtout si on peut éviter la spéculation financière comme on le voit actuellement. Maintenant, je suis sceptique à l'échelle nationale ou européenne. Peut-être que dans un cas local, peut-être que c'est jouable. Après, je suis un petit peu plus réservé. D'accord. Je pense que c'est une réflexion intéressante. Après, effectivement, il y a quand même il faut prendre garde à certains effets. Effectivement, il faut absolument s'assurer que ces investissements sont quand même faits avec une certaine philosophie, c'est de l'intérêt général. Et aussi se méfier des effets d'organisation, comme on peut voir régulièrement en théorie des organisations, où finalement elle ne lutte que pour sa propre survie, ce qui peut être vraiment problématique. Donc pour ça, il faudrait vraiment un organisme indépendant qui puisse contrôler ça à fond, et s'assurer que ce n'est pas, comme toujours, une élite qui arrive petit à petit à s'instaurer au poste clé et instaurer en fait un système de reproduction sociale. Oui, je suis d'accord, en fait là, il y a un système de contrôle démocratique. Ici, comme dans toutes les coopératives, il y a un système de contrôle démocratique. Et globalement, les grosses coopératives ont fait leur preuve dans la durée. Voilà. Maintenant, juste pour réagir, le fait est que, effectivement, dans la démocratie, c'est bien beau, par exemple, mais le fait est que, par exemple, un lobby bien organisé peut venir à bout aussi d'une démocratie. Et ça, il faut un organisme indépendant pour pouvoir contrôler. Certainement. À toi. Bon, pourquoi pas, c'est à réfléchir, je viens d'entendre les choses, pourquoi pas. Alors, il y a une petite chose qui me chagrine, moi. 39 heures, 40 heures, 47, 72, 92 000. Bon, le problème, c'est de savoir quel est le sens qu'on a dans la vie, quel est le sens qu'on a dans le travail. Je pensais qu'on s'était mis en société parce qu'on espérait, ensemble, aspirer au bonheur. Je sais que c'est une phrase un peu utopique et folle, mais c'est un peu ça. Et je pensais que ce bonheur, c'est se chercher, se trouver soi-même. Alors évidemment, il faut travailler. Évidemment, pour la collectivité, pour soi. Mais ce travail, la société, la civilisation, le progrès, m'amènerait, j'espérais, je rêvais, qui m'amènerait à travailler moins et à travailler mieux. Mais enfin bon, c'est comme ça que ça me vient. Hein. Mais pourquoi pas, l'idée en soi est bonne,
retravailler plus, alors qu'en vérité, on a des machines qui travaillent beaucoup plus vite que nous, qu'on a besoin de moins de personnes, qu'en 1900, on faisait une voiture par jour, maintenant on en fait 1000 par jour. Bon, mais pourquoi pas. Mais par contre, je rebondis sur autre chose, et pour finir la boucle, et la boucler, je disais tout à l'heure que la justice sociale, c'était non pas l'aumône et la charité, non pas les sandwichs, etc., et la pièce aux pauvres, c'était des institutions, on a parlé de coopératives, de syndicats, de participation, ce sont des institutions. Maintenant, je vais vous parler de travail. Alors, je vais vous proposer concrètement, parce que j'essaie d'être concret, à la troisième voie, nous essayons d'être concrets, comment trouver du travail maintenant, en tant que solidariste. La première chose, il y a deux choses pour avoir du travail, parce qu'il y a des millions de chômeurs. Eh bien, c'est arrêter, la première, c'est arrêter de perdre des emplois. Moins il y a de chômeurs, moins on a trouvé d'emplois, c'est QFD. Alors la chose est simple, on peut, je vais essayer de faire vite, on peut, au tribunal de commerce, on s'aperçoit que 9 fois sur 10, on ne parle que des grandes entreprises qui perdent 5, 10 000 employés, c'est normal, c'est médiatique, c'est important, c'est triste, et c'est horrible. Mais tous les jours, dans toute la France, dans toutes les villes, des entreprises perdent de 5, 10, 15, 20, 25, 50 employés, et on n'en parle pas. Et si on les multiplie par jour, c'est 5 à 10 000, ils sont multipliés par 100. Alors je me demandais, si la première des choses, ce serait de réfléchir avec un tribunal de commerce et dire voilà, parce que souvent quand on étudie ces cessations d'activité, c'est souvent parce que ils ont des problèmes de trésorerie dus aux charges sociales. Souvent. Et bien réfléchir ensemble si le travail, le salaire et plus petitement, mais de façon plus pragmatique, les impôts qui suivent, sont plus importants que ces charges sociales. Et est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un moratoire, un an ou deux, pour redresser l'entreprise et l'aider, quand c'est possible, et si ça l'est. Voilà. Ça, c'est le premier point pour ne pas perdre d'emploi. La deuxième, et ça, justement, si Sarkozy a fait des millions de chômeurs, si Hollande pérennise, et si mon ami me propose une garderie, moi je proposerais autrement 1 million d'emplois possibles. Et je vais vous expliquer comment. Je vais prendre 2 points. D'abord chez les chômeurs, uniquement eux, parce qu'ils ont besoin d'emploi forcément. Et deuxièmement, travailler chez ceux qui amènent le plus de boulot. Eh bien, ce qui est la force vive de la France, ce qu'on oublie toujours, ceux qui sont représentés par le MEDEF, on ne sait pas pourquoi, les petites entreprises, les PME, PMI, eux, qui représentent entre 70 et 93% de la force vive de la France, leur proposer un nouveau contrat d'emploi pour les chômeurs, leur dire voilà, eh bien, on va vous demander d'employer des gens, et pendant 2 ans, on ne va pas compter les charges sociales. Donc, vous emploierez des gens à 60% moins cher. Vous pourrez vraiment employer des gens, en espérant qu'en 2 ans, vous arriverez à les former et à pouvoir les garder véritablement. Mais me direz-vous, mais ces 60% où iront-ils, on va encore les perdre, qui va payer? Et je vous répondrai naturellement que ces chômeurs ont 2 ans devant eux, que ces chômeurs sont au Pôle emploi, avant NPE, avant je sais plus quoi, et qu'on payait leur chômage, leur allocation, etc. Et bien déjà, on leur paiera plus le chômage, on leur paiera que les allocations. C'est une bonne façon de créer vraiment 1 million d'emplois dans les PME, PMI. Voilà ce qui est vraiment la justice sociale, c'était des institutions et du travail. Voilà ce que nous avons fait. Merci. Merci beaucoup. Juste un petit mot pour terminer, revenir sur un point qui me semble important, c'est que vous avez tous votre place, alors que ce soit dans le syndicalisme, mais aussi dans les AMAP, dans les associations de parents d'élèves. Je veux dire, il y a des gens qui sont actuellement dans la rue
pour manifester contre la tenue de cette réunion. Moi je suis quand même choqué de voir toute cette violence, toute cette haine, alors que moi je vois pas de signe d'agressivité dans cette salle aujourd'hui. Il faut quand même savoir que tous ces gens, ils sont dans les associations de parents d'élèves, dans les syndicats et dans différentes associations de consommateurs. Donc la place, vous pouvez la prendre et vous devez la prendre. Merci.